Bonjour. Aujourd'hui, le roman que je me propose, dont je me propose de faire la fiche de lecture, est le tome 1 d'une série de 7 ouvrages connus sous le nom des Rois maudits. En l'occurrence, nous allons parler du Roi de fer, le premier tome, qui est en quelque sorte le point de départ de ce que l'auteur considérait comme une malédiction et qui devait amener peu à peu à écrire une série de livres allant jusqu'à la Révolution française et la mort de Louis XVI sur l'échafaud. C'est un projet qui n'a pas mené à bien, naturellement, mais les Rois maudits ont l'avantage, au moins pour les 6 premiers volumes, d'expliquer dans le détail, par le menu, pas à pas, l'essence de ce qui sera la guerre de 100 ans. Mais parlons d'abord, évidemment, de l'auteur Maurice Druon. Maurice Druon qui est né en 1918, le 23 avril, à Paris, et qui est mort dans le 7e arrondissement, toujours au mois d'avril, en 2009. C'était un écrivain et surtout un homme politique français. Il s'est engagé très jeune dans la résistance. Et il va collaborer avec la BBC dans le programme Honneur et Patrie. Et c'est avec son oncle Joseph Kessel qu'il écrira les paroles du Chant des partisans, un des célèbres chants, forcément de la résistance française. C'est donc un homme dont le dévouement et la haine du fascisme ne peut pas être mis en cause. Il rejoindra De Gaulle à Londres en 1943, par exemple. Après la guerre, devient un homme de lettres avec succès. Il écrira entre autres Les Grandes Familles, qui sera adapté au cinéma avec Jean Gabin, entre autres. Et bien sûr, cette fameuse saga des Rois maudits, qui sera publiée entre 1955 et 1977. Il sera ministre des Affaires culturelles en 1973 et 1974. Si on s'intéresse directement aux Rois maudits et dans leur ensemble, encore une fois, il s'agit dans la trame d'écrire l'histoire de France à travers le prisme tout à la fois des rois qui vont diriger cette France et aussi à travers, comment dirais-je, un petit peu de façon un peu latente, cette fameuse malédiction dont nous allons reparler dans l'étude du résumé du livre. En fait, il n'en sera rien, Maurice Druon s'étant attaché profondément à un personnage principal du roman, et comme souvent dans ce cas-là, les écrivains tombent un peu dans le piège d'être séduits par leur personnage, et lorsque le personnage meurt, ils perdent tout à fait le goût de continuer à écrire. En tout cas, le ressort est brisé, et il faudra attendre une vingtaine d'années avant qu'il écrive effectivement ce 7e volume, qui s'appelle Quand un roi perd la France. Les Rois maudits, pendant 20 ans, seront circonscrits à 6 tomes, les 6 premiers. Mais nous allons nous intéresser maintenant au Roi de fer. Ce premier tome, le Roi de fer, pourrait se résumer à 3 parties. La première partie, qui est tout simplement l'exposition, qui est on établit l'intrigue en quelque sorte. Cette première partie pourrait s'intituler La malédiction. On fait connaissance avec Robert d'Artois, qui s'avère être le personnage, un des rouages essentiels du roman, pour voir même le personnage principal. Robert d'Artois, donc, qui rend visite en Angleterre à la reine d'Angleterre. Cette reine d'Angleterre, c'est Isabelle de France. Elle est mariée à Édouard, qui est homosexuel, et qui ne l'honore pas réellement sexuellement. Elle est donc fort jalouse de ses belles-sœurs, et c'est de cette jalousie dont vient jouer Robert d'Artois. Il vient en effet annoncer que ses 3 cousines, qui sont toutes les 3 mariées aux frères d'Isabelle, la reine d'Angleterre, donc, ces 3 cousines sont réputées être adultères. On soupçonne vaguement quelques chevaliers, mais Robert d'Artois n'a aucune certitude sur l'identité des amants des princesses. Isabelle est bien décidée à faire
éclater les vérités, et donc elle remet 2 aumônières à Robert en lui disant de les faire cadeau à Marguerite et à Blanche. Si ces princesses sont adultères, d'ailleurs, en fait c'est pas 2 aumônières mais 3 aumônières, elle les remet aux 3 sœurs. Si ces princesses sont adultères, elle compte bien que ces princesses feront cadeau de ces aumônières à leurs amants. Parallèlement, Jacques de Molay, qui est le grand maître de l'ordre du Temple, et qui lequel ordre du Temple a été abattu 7 ans plus tôt, Jacques de Molay entend à la fin du jugement entend la sentence finale qui va l'envoyer à la prison à vie. Nous sommes le 18 mars 1614, et Jacques de Molay, qui écoute les aveux, qui écoute la sentence à la suite des aveux extorqués par la torture, refuse de signer ses aveux, imité en soi par un second, Geoffroy de Charnay, et il se rétracte publiquement devant la cour royale. Philippe le Bel, le roi de France, ne peut accepter ce revirement. La justice ecclésiastique ayant déclaré Jacques de Molay relapse, le roi le condamne à être brûlé vif. Et alors que toute la cour vient assister à, comment dirais-je, à la sentence, et qui vient assister à l'exécution des 2 Templiers, les 3 princesses en question reçoivent 2 chevaliers, la visite de 2 chevaliers qui s'avèrent être les amants de 2 des 3 princesses, et c'est à cette occasion-là que Robert d'Artois, qui rôde autour de la tour de Nesle, Robert d'Artois découvre l'identité des 2 amants. Les 2 Templiers sont brûlés, et Jacques de Molay, du haut de son bûcher, s'exclame « Roi Philippe, chevalier Guillaume, pape Clément, avant 1 an, je vous appelle à comparaître devant le tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudits, maudits, vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération de vos races. » Fin de la première partie. De la deuxième partie, on pourrait l'appeler l'intrigue Sonou, ou les princesses adultères. Guccio Baglioni, un neveu d'un riche banquier lombard, est envoyé en Angleterre pour y remettre à Isabelle le message de Robert d'Artois qui dit « On connaît l'identité des 2 amants, vous pouvez venir, le plan a fonctionné, vous pouvez venir voir le roi de France. » Et effectivement, c'est ce que fait Isabelle. Elle se précipite en avril 1314, elle traverse la Manche, elle se précipite à la cour du roi de France pour dénoncer les agissements des 3 jeunes femmes. Celles-ci sont arrêtées, séance tenante. 2 d'entre elles, comment dirais-je, Marguerite de Valois, qui est mariée au futur roi de France et qui a eu un enfant de ce futur roi de France, et la plus jeune, Blanche, sont effectivement reconnues coupables d'adultère, et celle qui est au milieu, l'intermédiaire, la cadette, s'avère être simplement reconnue coupable de complicité réellement. Les 3 jeunes femmes sont arrêtées, vêtues d'une robe de moine, tondues, et en attendant leur jugement. Les frères Donnet, les 2 amants, qui sont découverts porteurs des aumônières en question, eh bien, Philippe le Bel les condamne pour crime de lèse-majesté, et ils vont être affreusement torturés avant d'être dépecés, découpés, décapités, etc. etc. Le fait est, c'est que cette deuxième partie sert surtout aux implications politiques et de ce châtiment. Les implications politiques sont très graves. Les 3 princesses sont soit filles, soit nièces de Mao d'Artois. Et Mao d'Artois, c'est la comtesse d'Artois qui a, en quelque sorte, pris le comté d'Artois indûment au jeune Robert d'Artois. Robert d'Artois veut se venger. Et toutes les démarches qu'a fait Robert d'Artois depuis le début du roman, on découvre en fait c'était pour se venger de sa tante, Mao d'Artois. C'est tout simplement
une sorte de conjuration qu'a monté Robert, très tortue, très tordue et très tortueuse, on va dire. C'est d'ailleurs Robert qui vient annoncer à Mao d'Artois sa disgrâce, mais il vient lui annoncer comme un allié, quelqu'un qui lui dit « Je ne vous veux aucun mal, Dieu sait que je vous ai voulu du mal, mais pas ça, pas quelque chose qui touche à l'honneur. » Mao d'Artois tombe dans le panneau, elle croit Robert. Elle assiste tout à fait consternée à la relégation et à l'exil de sa fille, Jeanne de Bourgogne, et de ses deux nièces, Marguerite et Blanche. Alors les deux dernières, Marguerite et Blanche, sont envoyées dans une forteresse, alors que sa fille, Jeanne, sera enfermée à Dourdan, on va dire, dans des conditions un tout petit peu moins sévères. Et la deuxième partie se termine avec l'annonce que le pape Clément, qui avait été couvert par la malédiction de Guillaume de Jacques de Molay, et bien le pape Clément vient de mourir, subitement, brutalement. La troisième partie, c'est la main de Dieu. Effectivement, on voit subitement se mettre en route cette fameuse malédiction. Comment on l'a soupçonné en route avec la mort du pape Clément, maintenant on en a la certitude. Mais on voit surtout les rouages et l'arrière-scène de cette malédiction. En fait, tout commence par, on découvre d'abord que Mao d'Artois est folle de rage, elle cherche véritablement des coupables à sa disgrâce, évidemment, elle ne peut pas s'en prendre au roi de France, elle va s'en prendre donc à Guillaume de Nogaret. Peu importe de savoir comment, pourquoi, elle a décrété que c'était lui, qui est un conseiller du roi de France, elle a décidé que ça venait de lui, de ses agissements, elle se vengera donc, elle ordonne donc à sa suivante, Béatrice d'Hirson, d'empoisonner les chandelles de Guillaume de Nogaret, et celui-ci se mourra d'une manière atroce en quelques semaines. Deuxième élément concerné par la malédiction. Rappelez-vous, la malédiction, c'était roi Philippe, chevalier Guillaume, pape Clément. Le pape est mort, le chevalier Guillaume, c'est le chevalier Guillaume de Nogaret, vient de mourir. Reste le roi Philippe, qui est consterné, qui apprend la nouvelle de cette deuxième mort et qui commence vraiment à croire à la malédiction. Parallèlement, en Artois, des révoltes éclatent contre Mao. Les barons, qui sont acquis à la cause de Robert, veulent que l'on enlève, que Mao perde son titre. Le royaume de France, on sait que on découvre que le roi Philippe a un peu tendance un petit peu à ne plus trop s'occuper des affaires de France. Le royaume de France est plus ou moins tenu par ses ministres, dont Enguerrand de Marigny, qui est une sorte de ministre qui représente la bourgeoisie, et organise une expédition punitive qui va mal se terminer, et cela lui sera reproché, mais dans les temps suivants, par Charles de Valois, qui est son opposant politique. Guccio Baleolini est revenu d'Angleterre, et en revenant d'Angleterre, il s'est arrêté dans un petit comptoir à Neauphle-le-Château pour récupérer une créance de 300 livres. Il s'avère qu'il est attiré par la fille des débiteurs, il en tombe amoureux, et lui qui était venu récupérer une créance, il fait déguerpir le prévôt royal qui grugeait la famille de Cressay, et donne aux frères divers cadeaux. L'histoire d'amour qui verra naître plus tard un enfant entre Guccio et Marie aura beaucoup d'importance dans les tomes suivants. Fin 1314, Philippe le Bel, pourtant réputé robuste, meurt brusquement d'une congestion cérébrale, après plusieurs heures d'agonie. Et là, tout le monde se pose la question, et d'ailleurs le roman se conclut sur cette mort du roi, avec une question que tous se posent, est-ce que la malédiction des Templiers a commencé? Rappelons-nous, elle concerne les régénérations des races de chacun, croix du roi Philippe, de Guillaume de Nogaret et du pape Clément. La dernière phrase du roman fera état du roi de France,
un moine essaye de lui fermer les yeux et il n'y arrive pas, les paupières qui ne sont jamais battues se relèvent à chaque fois et le grand inquisiteur va essayer de fermer ses paupières et on doit couvrir d'un bandeau le regard du monarque qui, je cite, entrait les yeux ouverts dans l'éternité. Le roman s'arrête ainsi. Et comme j'en ai pris l'habitude, il y a donc deux adaptations que je considère comme très inégales. Il y a eu une adaptation deux adaptations télévisées qui ont été tournées. Alors, il y a eu le roman qui a été tourné dans les années, il y a eu dans les années 70, une première adaptation, et puis une seconde adaptation un petit peu plus tard, dans les années 2000, que je considère moins intéressante et moins performante, mais ça c'est juste, on n'est pas là pour faire de la critique de cinéma ou de télévisé. Néanmoins, je considère que si vous devez regarder une des deux séries, regardez la première, si vous avez un coup de flemme et que vous ne voulez pas lire les romans, mais il vaut mieux lire, c'est bien plus intéressant. Au revoir.